Ok, bonjour et bienvenue de nouveau dans Parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bruce Ikanji. Alors pour moi, c'est un honneur parce que j'ai fait de la danse pendant des années et ça a été, je suis obligé de le dire tout de suite alors que tu n'as pas encore parlé. J'ai fait ma première rencontre de danseurs entre guillemets connus à l'époque. On était à Newcastle, un truc improbable et je rencontre Bruce sans savoir que c'est Bruce. Je vois un gars qui danse, je vois une ronde et moi à l'époque, j'étais tête brûlée. Je rentre. Et je me mets en face de lui, alors à l'époque c'était le Harlem Shake, et je me mets à faire du Harlem Shake, il me regarde comme ça, il me fait. Et là il se met à danser en face de moi, je lui dis mais non, ah je vais me prendre une gifle. Bref, Bruce Ikanji, merci d'être là, bonjour à toi, présente-toi, et dis-nous qui tu es. Alors, bonjour Jimmy, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, j'étais très arrogant à cet âge-là, je me rappelle, ouais, mais bon, c'est un parcours de vie, on va en parler tout à l'heure. C'était quoi, ouais, 20 ans, 2003, un truc comme ça. Ouais, ouais. Euh, alors, bonjour, je suis Bruce Ikenji Sonné. Donc, Ikenji, c'est mon nom de scène parce que je suis danseur à la base. Sonné, nom de famille, donc franco-camerounais, 44 ans. Et je suis danseur dans l'âme, danseur toujours, amoureux de l'art de la danse, entrepreneur sur tout ce qui concerne la danse. Donc, j'ai une école de danse, j'ai un événement qui s'appelle le Juste Debout, une école de danse qui s'appelle le Juste Debout, une agence de booking d'artistes danseurs, deux boîtes de production, donc DL Prod et D3M Production. Voilà pour le petit résumé, on va dire. Et après, on va développer, je pense. Bah oui, mais carrément. Et du coup, bah bon, je t'ai toujours vu danser, moi, donc après, je te connais pas autrement. Après, j'ai vu des petits reportages de toi où à l'époque, tu faisais un peu différemment, différentes choses, mais c'est quoi ton parcours à partir du CM2, quelque part, quand tu t'es dit, tiens, à quel moment tu t'es rendu compte que tu aimais vraiment cette culture finalement? Alors, à partir du CM2, alors c'est justement le CM2, ça a été une fracture pour moi qui a été négative et positive, puisque CM2, c'est l'âge où je suis arrivé en France et où j'ai perdu mon père. Avant, j'étais au Cameroun, donc de 5 ans à 10 ans, j'étais au Cameroun. Et j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans. Donc, moi, à 8 ans, jusqu'à présent, j'ai toujours adoré la danse, mais n'importe quelle danse, le mouvement, l'esthétisme, la musique, ça m'a toujours attiré. Donc voilà. Et en CM2, donc à l'âge de 10 ans, 9-10 ans, enfin 10 ans, j'ai perdu mon père au Cameroun, donc, et on est rentré en France avec ma famille. Donc ça a été une fracture. Avant le CM2, j'étais très bon élève, hyper assidu, etc., etc. Et en CM2, ça a été la fracture. Donc j'ai été d'abord à Bordeaux, donc enfin, ma mère a dû rentrer en France avec ses 3 enfants. Et on était à Bordeaux dans un bar, le bar de ma grand-mère, 26 avenue Thiers. Et, euh, et du coup, après cela, elle a dû nous mettre en pension, donc à Pau. Donc tous les week-ends, on revenait sur Bordeaux. C'était horrible. C'était une époque de ma vie incroyable parce que bon, tu viens d'Afrique. Je donne un peu le schéma, c'est 3 villas, 7 voitures. Mon père était la première personne à avoir ramené les ordinateurs Amstrad 664 au Cameroun. Donc, ouais, pour ceux qui connaissent, donc c'était une révolution là-bas. Et quand il est décédé, donc ça a été, j'ai toujours dit, c'est la vraie vie qui a commencé parce que bon, avant c'était un peu la vie luxuriante et il n'y a pas vraiment d'épreuve de vie, on va dire. Et donc du coup, la vie a vraiment commencé pour moi quand on est arrivé en France avec ses réalités. Et la danse m'a permis grandement de me développer, de continuer à croire en moi. Bien sûr, ma mère m'a aidé, l'environnement m'a aidé, mon frère, ma soeur, etc. Mais la danse a été pour moi un exutoire qui m'a permis de me développer. Voilà, donc du CM2 au collège, alors parcours scolaire chaotique, mais vraiment un cancre, envoyer des collèges, euh, assez insolent, les bagarres, voilà, pas un enfant de cœur, même si ma mère pensait que j'étais un enfant de cœur. Voilà. Mais voilà, jusqu'à 17 ans, c'était le chaos total. Et après 17 ans, donc j'ai changé. Est-ce que je fais des stops? Est-ce que tu rebondis déjà sur ça ou comment ça se passe? Ah non, vas-y, moi je t'écoute, au contraire, c'est super D'accord. passionnant, donc hein, lâche-toi. D'accord. Arrivé en France, donc je suis dans un quartier. Alors, d'abord, je suis à Bordeaux. Ça dure un an et demi. Et après, ma mère trouve un job à Paris en tant que secrétaire chez les avocats. Et on monte à Paris, donc en banlieue parisienne, 77, Champs-sur-Marne. Et on est dans un quartier qui est plutôt cool,
mais entouré d'autres quartiers qui sont Noisiel, Noisy-Grand, Logne, etc., etc. Donc, du coup, un quartier cool, mais où il fallait quand même, quand tu étais de la street, parce que quand ta mère travaille, et c'est pas qu'elle m'ait mal éduqué, elle a tout fait pour bien m'éduquer, elle m'a donné tout, tout ce qu'elle a pu. Donc, merci maman. Quand tu es entouré de quartiers comme ça, tu es obligé, quand tu es dans la street, d'être un peu, voilà, d'être un peu le plus fou d'entre tous, quoi, d'entre nous tous. Donc, du coup, ça a été un peu chaotique. On a commencé. Moi, j'étais. Alors, ce qui était fabuleux à cette époque, quand même, c'était que le hip-hop, c'était un mélange et une atmosphère incroyable parce que c'était tu dansais, mais tu taguais en même temps. Donc, voilà, tu faisais des tags, ce qu'on appelle des tags, tu écrivais sur les murs. Tu faisais du graphe, tu rappais, tu étais DJ. J'ai touché vraiment à tout ça. Alors, je ne dis pas que j'étais bon dans tout, j'étais très mauvais en DJing parce que déjà, on n'avait pas de platine, ça coûtait très cher à l'époque. En tag, ça allait. En graphe, ça allait aussi, mais en rap, voilà. Donc, c'était vraiment une culture à part entière. Ce qui a changé au cours des années par rapport à la culture hip-hop. Et en même temps, dans ton crew, il y avait des Kaira, quoi. Il y avait des fortes têtes et tu étais entouré de tout ce microcosme d'artistes, de taggeurs, d'art pictural, de musique, de danse. Et tu avais tout le temps tes potes avec toi qui t'accompagnaient. Voilà. Ça faisait partie intégrante de la culture hip-hop. C'est quand même une culture de rue et fallait rayonner et être le meilleur depuis tout petit. Si tu veux, j'ai été baigné dans un truc où il fallait être le meilleur. Surtout dans un environnement assez hostile. J'étais clair de peau, souvent plus clair que les autres. Donc, il fallait que je sois le meilleur par rapport aux autres. Parce que sinon, j'étais le clair de peau ou le blanc qui ne savait pas danser. Donc, j'ai dû me taper en termes de danse pour vraiment acquérir mes lettres de noblesse. Donc voilà. Donc tout ce parcours-là, je raconte brièvement, mais il y a eu des sacrées anecdotes. Tout ce parcours-là, je pense, m'a forgé pour plus tard. Ça m'a forgé un esprit, ça m'a forgé un caractère qui n'était pas souvent, en tout cas au début de ma carrière d'entrepreneur, qui ne m'a pas souvent aidé, qui m'a même des fois desservi. Mais ça m'a aussi forgé un caractère de fonceur et de challenger. Euh, donc voilà, donc j'étais dans plusieurs groupes de hip-hop de mes 10 ans à mon âge, puisque je suis toujours dans un groupe qui s'appelle Ikenji, qui n'est plus actif. Mais Ikenji, ça veut dire bon esprit, bon, Kenji, esprit en japonais, parce on était fan du Japon, enfin on est fan du Japon et de tous les mangas, etc. Et avant cela, j'ai eu plein de groupes différents qui ont jalonné ces années et qui m'ont apporté différentes choses. Mais l'un des groupes les plus importants, ça a été, il y a eu deux groupes importants. Mon premier, ça a été T-Connection, donc c'était un gang groupe. Voilà, dans la rue le soir, les bêtises, et la journée, on s'entraîne, on va travailler notre danse, on va travailler notre rap. On était un peu des ghetto kids. Et ça, c'était un groupe important parce que ça m'a donné l'amour de l'art. En plus, ça a parfait mon amour pour l'art. Et après, il y a un jeune de l'époque, qui est un peu plus que moi maintenant, qui s'appelle Manu Nguyen, qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit, écoute, tu ne peux plus faire des conneries comme ça. Il m'a dit, tu vas venir dans mon groupe. Mon groupe, ça s'appelle TKS, The Criminal Stars. Et déjà, à l'époque, c'était très important parce que est-ce un crime d'être une étoile? The Criminal Stars, ça veut dire ça en fait. Est-ce un crime d'être une étoile? Et du coup, dans le groupe, il y avait des rappeurs, des graffeurs, des danseurs. Et c'était vraiment des killers dans ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, de ce groupe-là, il y a Fana qui a sorti la marque Royal Wear, qui a le studio émergé maintenant. Il y a Sully Sefil qui a bossé avec les NTM. Il y a Scream2 qui est un magazine de motocross aux USA. Il y a Lone qui a une galerie d'art. Enfin, que des gens qui ont fait des choses assez impressionnantes, et j'en passe. Donc voilà, c'est des gens qui, déjà à 16-17 ans, savaient où ils allaient. Et c'est grâce à eux que je me suis canalisé. C'est grâce à eux que je me suis canalisé, donc avec le groupe TKS. Ça, c'était vers les années 93. Et après, bon, il y a eu des petites bêtises à droite à gauche, mais j'ai continué mon chemin d'artiste jusqu'à arriver à un point où l'école ne passait plus, vers les 17 ans. Ma mère était dépitée. Moi, je voyais ma mère, mon grand frère faisait déjà énormément de conneries. Donc moi, j'accusais le coup parce que je voyais ma mère qui était seule avec 3 enfants.
Et mon frère, c'est un exemple, hein. Même s'il faisait des conneries, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je précise parce que voilà, c'est Oui, important. oui. Et ma mère, en voyant ma mère dépitée, elle voyait que j'étais en échec scolaire. Elle me dit, bon, non, il faut que tu fasses un boulot. Je fais, non, moi, je veux danser, tout ça. Tu vois. Et elle me dit, non, 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 il faut que tu fasses un boulot. Et j'ai fait de la cuisine. J'ai fait de la cuisine, donc j'ai fait 4 ans de cuisine. Ouais, je suis cuisinier de formation. J'ai passé mon CAP, BEP en candidat libre parce que je m'étais fait virer de mon école de cuisine parce que j'étais insupportable et puis je me battais, enfin tout le temps, j'avais un mal-être en moi, quoi. Voilà. Et, euh, et donc j'ai connu ma femme. Les choses qui m'ont changé, c'est la religion, la cuisine, ma femme, enfin dans l'ordre. Ma mère, ma femme, la cuisine et la religion qui m'ont aiguillé sur un avenir plus propice. Et bien sûr, avec tout ça, la danse qui était là et que j'ai fait perdurer. Et du coup, voilà, la cuisine, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris parce que j'étais en boîte le soir et à 6 heures du matin, j'allais en cuisine et c'est oui chef. Oui chef. Et le fait de dire oui chef, pour un jeune qui a jamais connu l'autorité autre que l'autorité de sa mère, hein, parce que ma mère est très autoritaire, ça m'a chamboulé. Tu vois, je me retrouvais devant des étrangers et je disais oui chef, moi. Pour moi, c'était un truc de ouf. Pour moi, j'étais un bouffon. Tu vois, je dis oui chef. Donc bref. Et donc, mais ça m'a beaucoup appris sur la rigueur, sur le timing. Tu vois, je me levais à 4 heures du matin pour aller en cuisine à 6 heures du matin. J'étais loin des restaurants dans lesquels j'étais. Donc ça m'a forgé un esprit. Et au début, surtout, ce qui est important, c'est qu'en cuisine, je faisais que la merde. C'est-à-dire qu'on me donnait 4 sacs de moules de 25 kilos et il fallait éplucher les moules dans l'eau glacée en hiver, il fallait éplucher les patates, les oignons, tu pleurais pendant 3 heures parce que tu avais 3 sacs d'oignons de 25 kilos. Enfin, fallait en avoir. Mais je le faisais parce que je le faisais pour ma mère. Je le faisais pour ne pas décevoir ma mère. Voilà. Ok. Et donc, après, j'ai passé mon CAP-BEP en candidat libre parce que je me suis fait virer, comme je t'ai dit. Et le fait de le passer en candidat libre et de l'avoir, je me suis dit, ah, je suis capable. Je suis capable. Tu vois, longtemps après, Ouais, ouais, je me suis ouais. dit, je suis capable. Ça, c'était vers mes 18, 19 ans. 19 ans. D'accord. Donc, voilà. Ok, parce que ouais, donc tu disais que tu avais 44 ans, donc en gros, tu as t'as 2 ans de plus que moi, donc ça veut dire que tu es né en 77, 76, ouais. 76, donc tu as 3 J'ai ans. bientôt, j'ai bientôt 45. Ok, 45, ok, donc on a 3 Ouais, ans ouais. d'écart. Donc du coup, au moment où moi je te rencontre, on est autour de 2003, donc ça fait les 5-6 ans plus tard après l'histoire dont tu viens de me parler. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre ce moment-là et finalement, bah, bah, les gens te connaissent un petit peu, donc après moi je t'ai connu dans ce fameux clip et surtout cette fameuse démo à Champs-sur-Marne où tu fais un patin légendaire. Alors, je me permettrai de mettre la vidéo en même temps que je dis ça parce que ce moment-là il est ouf. Et je dis légendaire parce que bah, à l'époque, il y avait très très peu. Je crois qu'il y avait un site internet qui s'appelait Style de Ouf. Et Ouais. il y avait que ça quasiment qui montrait de la danse hip-hop à l'époque. Et Internet, C'est vrai. c'était pas grand-chose, quoi. Et du coup, c'est là que je découvre ça. Et bon, bah, je me dis, il faut que je fasse cette compétition. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre bah, finalement la cuisine et la création de cet événement? Alors, ce qui s'est passé sur la carrière artistique, c'est que pendant que j'étais en cuisine, je continuais à danser. D'ailleurs, mes chefs, ils me lançaient des pommes de terre parce qu'à l'époque, c'était hardcore la cuisine. C'est pas comme maintenant où tu as le droit du travail et tout. Enfin, il y en avait, mais les Oui, mecs, ils traitaient de niakoué, ils traitaient, ah, vas-y, tu vois, enfin, c'était hyper raciste et hyper agressif. Et je dansais en cuisine, des fois, je me prenais des pommes de terre dans la gueule, tu vois. ouais, Donc voilà. Mais j'ai jamais arrêté la danse. J'étais d'accord. toujours amoureux de la danse et moi, dans ma tête, c'était je fais de la cuisine, mais dans ma tête, je veux devenir danseur. Et donc, à 19 ans, j'ai mon premier appartement avec ma femme, avec qui je suis toujours. Félicitations. Et merci, c'est D'accord. cool, c'est cool. Et du coup, premier appartement, je dis, bon, je me donne une année sabbatique. Je me donne une année sabbatique parce que ma mère ne voulait pas que je danse. Donc, je lui dis, bon, je pars de chez moi et pendant un an, je dis, on va au samedi. Et 3 mois après le départ de chez ma mère, donc quand j'ai mon appartement, je suis dans la tournée d'MC Solar. Ok. Donc je fais des rencontres, Francis de Section C, paix à son âme, Ouais. Max Lore de Boogie Sai, et ils me kiffent et ils me mettent sur MC Solar. D'accord. Et de là, c'était parti. Donc MC Solar, Organize, Jean-Michel Jarre,
je danse pour l'Élysée, je danse voilà, pour les plus grands, je danse pour les 10 commandements à l'âge de 20 ans, 21 ans. Euh, voilà. La carrière bat son plein, quoi. Et en voyant les 10 commandements, parce que j'ai toujours fait du business par contre, même en étant dans le quartier, j'ai toujours fait du business, des fois plus ou moins correct, mais j'ai toujours fait du business. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je partais de chez moi tôt le matin et j'allais à Montreuil, j'allais chercher des jeans à 50 francs à l'époque, et j'ai ramené dans le quartier, j'ai vendu 70 francs. Et j'en vendais des cinquantaines, parce que les mecs, ils ne sortaient pas du quartier. Moi, j'avais déjà cette notion de faut que je m'en sorte. Tu vois, donc, bref. Et donc, je suis sur les 10 commandements et qu'est-ce que je vois? Je vois Dov Atia, Albert Cohen, Eli Chouraki qui font les 10 commandements et j'ai des saouls. Je leur pose des questions. Je dis, mais c'est quoi le budget et tout? Des fois, ils me répondaient, des fois, ils ne me répondaient pas. Je dis, c'est combien ça coûte combien? Tu vois? Et je cogite. Je dis, c'est chambé, mais en plus, mais comment ça se passe? Il me dit, ouais, vous aviez beaucoup d'argent à la base et tout. Je dis, non, nous, on n'avait aucun moyen à la base. On a réussi à faire ça avec des aides, avec des sponsors, des mécènes. Je dis, c'est un truc de fou. Bon, je pense qu'ils en avaient quand même, parce que voilà, c'était Eli Chouraki, etc. Bref. Et en voyant ça, je me dis, mais en fait, c'est possible. Encore une fois, tu vois, le truc de, ouais, c'est possible. Et je dis, en 2001, je dis, bon, j'emmène mes meilleurs élèves, parce que je donnais des cours en même temps, à la MPT Victor Jara, à Champs-sur-Marne. Et il y a une personne qui a beaucoup contribué au Juste Debout, donc l'événement, mon événement, qui a été mondialement connu par la suite. C'est Pascal Gilbert. Pascal Gilbert, c'est un directeur de structure, donc MJC, on appelle maintenant MPT, Maison pour tous. Un truc hyper social. J'ai été le voir, j'ai dit, moi, je veux amener mes meilleurs élèves à New York. Il m'a regardé comme ça, il a fait, ah, t'es fou. Et après, il me dit, bon, fais-moi un projet. Et il me fait un projet, il me file 70 000 francs, l'équivalent de 18 000 € maintenant. Et il me dit, tu vas à New York et on voit. Et j'amène mes meilleurs élèves à New York, je prends toutes les factures, il voit que c'est carré. Et après, l'année après, je lui dis, je veux recommencer. Et cette fois-ci, je veux pas envoyer des élèves, mais je veux que les profs que j'ai fait venir, qu'il y avait à New York, je veux qu'on les fasse venir. Et en même temps, on va créer un événement. Et cet événement, ça va s'appeler Juste Debout. Voilà. Donc déjà en 2001, je savais ce que je voulais et je savais quelle identité je voulais donner à l'événement, etc. Pour info, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Juste Debout, c'est un événement de danse hip-hop, c'est un battle, ce qu'on appelle maintenant un battle, mais moi j'ai toujours appelé ça une rencontre internationale de danse hip-hop, et qui se fait en 2 contre 2, mais à l'époque c'était le premier du style. Ouais, debout, surtout debout, parce qu'avant on avait les Battle of the Year, break, machin, mais c'est tout. Exactement, il y avait la danse au sol, mais nous, en debout, on était les premiers. Et donc ça a eu un grand succès grâce à ce style, ce site qui s'appelle Style de Ouf. L'événement est né, et en même temps que l'événement est né, Internet a explosé. Et du coup, ça a créé une courbe incroyable. Le bouche-oreille opéré. On s'est retrouvé d'une salle à Champs-sur-Marne avec 400, 1200. On a été obligé de déménager Paris 16e, Pierre de Coubertin, 2500, 5000, 7000. On réduit un peu parce que c'est trop dangereux, 6500. Après Bercy, en 2008, l'accord Hotel Arena. Et depuis, on était à l'accord Hotel Arena. Donc, ça a été ça. Et entre-temps, on a créé un magazine, on a créé une école de danse, on a créé une agence, on a créé plein de choses qui font qu'on a su rebondir parce que, et ça c'est une petite parenthèse, vu qu'on parle à des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, les entrepreneurs le savent, c'est que des fois, la vitrine n'est pas forcément ce qui rapporte le plus d'argent. C'est clair. Juste Debout, c'était un gouffre financier parce que organiser un Bercy, faire venir des jeunes pour danser du monde entier et faire payer les jeunes 15 balles à 30 € l'entrée à Bercy, alors ça doit être 30 à 60 €, quelque part, il y a un problème. Mais je ne voulais pas que les prix soient trop élevés parce que je voulais que ça reste social et culturel. Et du coup, on a dû créer développer d'autres choses. Le merchandising, l'école de danse, les stages, les soirées, etc., qui a fait que ça a généré de l'argent pour agrémenter l'événement. Voilà, ça a été un peu ça. Mais cette parenthèse, elle est super importante parce que ça me fait penser à l'époque à Jean-Marie Bigard. Alors, je ne sais plus en quelle année on est, je crois autour de 2008-2009, quand il fait son Stade de France. Et il expliquait qu'il était en autoproduction et qu'il a fait que perdre de l'argent. C'était juste un plaisir pour lui de dire j'ai fait le Stade de France et il n'a pas gagné un rond. S'il était à, entre guillemets, à niveau, c'est maximum en fait. Donc c'est très intelligent ce que tu dis là, dans le sens où tout le reste l'était également. Hein, mais c'est juste pour dire que c'est important pour l'entrepreneur parce que c'est vrai qu'à un moment donné,
on se dit, bah voilà, ça y est, ça pète parce que c'est visible. Alors qu'en fait, ce qui est visible, bah, c'est entre guillemets la tête de gondole, quoi. Et c'est derrière, il faut ramer pour que ça fonctionne réellement. C'est toujours la même chose. C'est un ami à moi qui s'appelle Régis Truchy, que j'admire, qui est le parrain de mon fils, qui me dit souvent être et paraître. Un peu comme Shakespeare d'ailleurs. Tu vois. Ouais. C'est l'être et paraître. Les gens pensent qu'on est, mais en fait, c'est que du paraître. Et ce qui génère des choses, de l'argent, même niveau humain, faire un juste debout, moi, tous les justes debout, je les ai détestés. Tous. Sur le moment, je les ai détestés. C'était une torture pour moi, etc. Ça. Mais c'est en voyant les images, en voyant l'engouement du truc, que je me dis, ah ouais, c'est quand même magnifique, il faut continuer. Mais le jour même, avoir la pression financière, humaine, euh, de gestion d'équipe, etc., ça a été très, très difficile. C'est sûr, t'en as, ils gèrent un anniversaire, il y a 30 personnes, ils sont en train de péter un câble. Donc, tu vois, c'est humain. En réalité, pas que 30 personnes, mais c'est même pas le nombre. C'est le fait de devoir penser à tout le monde et au fait de faire plaisir à tout le monde. Dès qu'il y a le moindre truc, tu es sollicité de partout, tu sais même plus ce que tu réponds comme Ouais, réponse à c'est qui ça. que ce soit. Enfin, c'est un truc, je comprends très bien où tu veux en venir. Alors, du coup, Ouais. dans tout ça, au-delà du côté où tu as demandé, alors, excuse-moi, monsieur Truchy, j'ai oublié son prénom, celui qui t'a aidé. Euh, Pascal Gilbert. Pascal Gilbert, autant pour moi, Ouais. Ouais. euh, qui t'a aidé au-delà de ce moment où tu as finalement fait une demande. Mhm. C'était quoi ton plus gros challenge dans tout ce parcours par rapport au Juste Debout, et etc. Alors, ça a toujours été le même. C'est ce qui est fou d'ailleurs, même 20 ans après, c'est que quand je relis mes premiers projets, déjà en 2001, c'est faire évoluer la danse et le danseur en banlieue, à Paris, en France si possible, dans un rêve en Europe et dans mes rêves les plus fous dans le monde. Tu vois, comme quoi, des fois, quand tu écris les choses, c'est important parce que tu les graves quelque part. Tu te challenges à dire, voilà, moi, ma mission, tu vois, on parlait tout à l'heure en off de ta mission à toi, Mhm. c'est magnifique ce que tu fais, mais Ouais. parce que tu t'es challengé, tu t'es dit, voilà, et tu t'es regardé en face du miroir et tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire pour les autres et pour moi-même finalement, parce que c'est aussi pour soi qu'on fait les choses. Et qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et moi, ma mission, c'est ce que je dis, hein, c'est la danse. C'est la danse, c'est faire évoluer la danse, le danseur, et surtout la street dance finalement, puisque je suis issu de la street dance, mais j'aime toutes les danses. Donc, et ça continue, tu vois, à 44 ans, même si je danse moins, maintenant, je veux pousser mes élèves, je veux pousser ceux qui travaillent avec moi, je veux pousser ceux qui gravitent autour de la danse, ceux qui souffrent aussi en ce moment de la danse, etc., pour leur promettre un avenir plus prometteur, quoi. Ouais, D'accord. c'est mon rôle. Et donc, du coup, ton challenge, ça a été ça, et tu y es parvenu. Parce que finalement, le Juste Debout, à un moment donné, c'était en effet les présélections le jour J et la compétition le jour J. Ça s'est développé à la veille, puis le lendemain. Ensuite, ça s'est développé à l'Europe. On fait des battles à tel endroit, ce qui fait que même les Français disaient, bon, tout c'est trop dur en France, je vais aller me balader ailleurs. Comme ça, je vais peut-être réussir à passer là-bas et je vais revenir en France. Comme ça, bref. Finalement, il y a eu le salon des. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'était le salon de l'hôtel de ville, les Ouais, présélections finales en France. Et ouais. mettre la danse dans un endroit comme ça, c'était assez magique. Et donc, du coup, une fois que tu es arrivé à faire tout ça, le challenge sur place, parce que quand tu fais ta présélection en Corée, au Japon, au Brésil ou ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de. Parce que c'est facile à dire, maintenant c'est fait, mais c'était quoi les difficultés à l'étranger ou dans Bah, les villes? les difficultés, c'était de financer tout ça et de trouver les bons partenaires. Parce que, chaque année, je recevais 40, 45, je reçois toujours d'ailleurs des demandes pour faire le Juste Debout à l'étranger. Et je recevais 40, 45 propositions. Mais tu sais que dans ces propositions-là, tu vas amener tous tes juges sur place, parce que pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est une tournée de 3 mois dans le monde entier avant l'événement final. Et on va sur les 4 continents. Il n'y a pas l'Océanie, il y a les autres. Et c'est la même équipe qui va dans tous ces pays-là. Il faut que, logistiquement, il faut que, au niveau de l'humain, tout ça, il faut que ça tienne. Au niveau financier aussi. Parce que tu ramènes une équipe de 10 personnes et après, eux, ils envoient les danseurs qui ont gagné en France. Donc, il faut trouver les bons partenaires. Donc, ça a été les deux plus gros challenges. Et après, c'est garder les partenaires aussi. Parce qu'il y en a qui le faisaient une année et après qui disaient, ouais, j'ai plus d'argent, donc on ne peut pas. Tu vois, ça a été, malgré tout, la street dance, même si on en voit partout, ça reste encore très, très, très fragile. Et c'est la raison pourquoi, encore une fois, je veux développer beaucoup de choses autour de ça parce que je pense que c'est une danse qui a des vertus thérapeutiques incroyables. Incroyables.
la street dance ou d'autres. Hein. Mais ce qui est bien dans la street dance, c'est qu'on te prend comme tu es. C'est-à-dire qu'il y a des gros, il y a des fins, il y a des blancs, des noirs, des asiatiques. Il y a pas de frontières. En tout cas, jusque-là. Là, ça commence un peu avec toutes les histoires mondiales. Enfin, il y a des petites histoires, mais je veux dire, la street dance, c'est ça qui est fascinant, c'est que tu peux exister en étant un personnage. Et donc, du coup, ça a des vertus thérapeutiques qui sont super importantes socialement, culturellement et puis dans le message. Je pense qu'on est les danseurs, on est les plus beaux et les plus belles hommes et femmes politiques. Parce que finalement, on rassemble les gens sans même parler. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Quoi. Tu vas faire un mouvement, tu vas parler à des gens au bout du monde. Et c'est un art incroyable. D'accord. Rien à dire. Alors du coup, parce que bon, je comprends le principe, il a fallu faire ça, mais il y a aussi ce côté que je trouve intéressant, c'est qu'on n'avait pas forcément l'impression, quand on était, si tu regardes juste l'image entre guillemets sur Internet, tu n'as pas l'impression d'être à Amsterdam, au Japon ou ailleurs, sauf si tu les entends parler. C'est-à-dire qu'on avait le même format, il y avait toujours enfin, il y avait vraiment aussi ce concept-là que je trouvais intéressant, qui était que finalement la marque et le modèle visuellement, il était identique, peu importe le pays. Ça, c'était quand même quelque part, j'ai envie de dire, challenging également de réussir à mettre ça en place. Alors, il faut savoir, bon là, je souris et tout, je suis cool, mais je suis un tyran. La vérité, c'est que je suis un tyran. Tu vois, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand tu laissais trop de liberté aux gens, des fois, ils t'absorbaient ton projet et ça devenait n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai dû des fois taper du poing sur la table pour dire non, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on a fait une charte bien précise. Et il y a ça aussi, oui, c'est vrai que tu as raison de le préciser, c'est que dans les bons partenaires, il fallait que les gens puissent respecter la charte et puissent accepter de se mettre au service de la danse et non pas à leur service à eux. Tu vois, c'est comme moi, je vis juste debout, je mange juste debout, etc., juste debout, pour la danse. Les gens vont penser que c'est pour moi. Oui, forcément, j'ai fait pour moi, pour m'accomplir sur un plan spirituel et mon passé, mais quand tu fais ça, c'est pour la danse et pour le danseur. Et il faut trouver des bons partenaires qui vont accepter de ne pas rayonner eux et de faire rayonner les autres. Donc ça, c'était la première chose. Par rapport à la charte, oui, tu as raison, je suis un businessman aussi. Et je disais, non, la marque, c'est juste debout. Je veux le nom comme ça en dessous. Je veux tel format, je veux ça, je veux tel et tel hôtel, je veux tel et tel mode de transport, je veux telle et telle salle, je veux tel et tel. Je suis un tyran. Mais c'est ce qui a fait, si tu veux, que quand tu regardais juste debout, même dans le monde entier, tu dis, ah ouais, c'est plus petit la salle, mais ça tape quoi. Tu vois, ça tape. Mais c'est intéressant parce que c'est intéressant pour deux choses. Il y a une première que je vais me permettre de dire, et puis l'autre, tu me diras. Mais la première chose que je trouve marrante, c'est que tu viens de dire, je suis un tyran, je sais ce que je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu reviens, allez, à 44 ans, tu reviens à 30 ans en arrière, tu ne supportais pas qu'on te dise quoi faire, comment faire, etc., etc. C'est ça qui est drôle. Exactement, Que, exactement. donc tu te rends bien compte qu'au final, c'est ça que je trouve génial, c'est que quand c'est ton truc et que c'est quelque chose qui perdure, donc ça veut dire que c'est bien, sinon ça ne perdurerait pas, il y a longtemps que ça se serait effondré, tu es obligé d'avoir des règles. Exactement, les règles. Et ce que je trouve intéressant pour les entrepreneurs qui écoutent, c'est que tu as mis en place tes propres règles. Tu n'as pas mis les règles, finalement, que tu ne considères pas forcément intéressantes. Tu vois, moi, je me suis reconverti. À un moment donné, ce que je faisais n'avait plus de sens. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais pour moi, ça n'avait plus de sens. À un moment donné, j'ai fait de l'informatique. Quand je réfléchis aux ordinateurs que j'ai améliorés ou aux mises en place de services ou aux chefs de projet que j'ai pu être, etc., ça perdure plus, quoi. Ça n'existe plus. C'était en 2005, c'était en 2010. On est en 2021. Ce que j'ai fait à l'époque n'a plus de sens. Alors que ce que tu as fait, toi, en 2005, c'est toujours là. Et ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, les gens, quand je les ai aidés, dans 10 ans, ça servira toujours. Donc, je vois les choses un peu autrement. Et le deuxième point que je voulais dire, voilà, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais quelque part, tu avais ce que t'expliquais un père qui était là, et finalement, tu es là. Je l'espère en tout cas pour lui, de là où il est. Et pour ma mère, bon voilà, encore une fois, moi, c'est la mère et c'est la famille. Pour moi, la famille, c'est super important. Il y a une notion super importante de donner le max. On ne sera pas des exemples, il y a des choses des fois qui ne vont pas, c'est normal, mais de donner le max. Et donc du coup, effectivement, j'espère que de là où il est fier de moi. Et tu vois, tu vois, je perds mon père à 10 ans, mais il me manque toujours. C'est un manque qui ne partira jamais. Et tout à l'heure, on en parlait un peu en off, encore une fois, mais c'est un manque qui ne partira jamais. C'est pas vrai.
Tu vois, c'est Non, mais comme ça. je te comprends. Moi, c'était il y a plus, il y a bien, enfin, j'en bégaye. Moi, c'était en 2016. J'ai perdu ma mère en 2016. Et, Ouais, la et, mer. et la mère. Et franchement, je dis pas le père, c'est moins important, mais la mère, c'est un délire. Et, Ouais. euh, et objectivement, je me permets d'en parler rapidement. C'était quelque chose qui m'a, enfin, je bégaye une fois de plus, ça m'a Ouais, défoncé. c'est normal. C'est Voilà. normal. Mais du coup, ce qui a été important malgré tout, c'est de travailler le sujet de sorte que ce soit un souvenir qui sera impérissable, mais qu'émotionnellement, je sois le moins impacté possible et que je sois en mesure de, quoi qu'il arrive, toujours faire et de toujours avancer et d'être qui je suis. Et donc, c'est à ce moment-là, ça a été moi entre guillemets, mon avant-après, quoi. Ça a vraiment été à ce Ouais. moment-là. Donc, j'avais 37 ans, où je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je vis pour moi parce que la vie est trop courte et j'ai autre chose à faire que de faire des choses qui apportent rien. Et là, maintenant que j'apporte, je me sens vraiment vivant. C'est peut-être plus dur parce qu'avant, j'avais la sécurité de l'emploi, etc. Là, quand tu es entrepreneur, on est d'accord, c'est loin d'être simple tous les jours, mais au moins, je suis qui je suis et c'est mieux. Donc voilà, donc en tout cas, c'était ma petite aparté. Non, 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 mais c'est important, c'est important. Et puis, je te remercie de t'être livré et puis paix à son âme, parce que je ne savais pas, à l'époque, on se connaissait déjà, je n'étais pas au courant. Je pense que pour l'épanouissement personnel, c'est super important ce que tu viens de dire. C'est que euh, arriver à transformer, c'est pas évident. C'est-à-dire que moi, à 10 ans, par exemple, mon frère a perdu son père à 13 ans et moi, j'ai perdu mon père à 10 ans. D'accord? On a 3 ans d'écart. Lui, ça a été dévastateur. Ça a été dévastateur. Parce que l'âge, parce que construction, la préadolescence, etc., etc. Moi, j'étais plus jeune, donc j'ai moins souffert de cela. De toute façon, dans la psychologie, on te dit un enfant qui perd un parent à 5 et 13 ans, c'est bon, à tout âge, hein, à tout âge. Oui, Mais 5-13 ans, c'est vraiment encore plus néfaste, apparemment. Et ce que j'ai réussi à faire, je ne me lance pas de fleurs, mais ce que j'ai réussi à faire, c'est de transformer vraiment cette négativité en bon, vas-y, là, de toute façon, j'étais un sale gosse, j'étais un gosse de riche. De toute façon, voilà, si j'avais, peut-être que j'aurais pas réussi à faire ça, 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 ça et ça. Tu vois, j'ai réussi à aller chercher. Et c'est dramatique, mais des fois, j'arrive même à dire, et finalement, heureusement que mon père est décédé, tu vois, même s'il me manque énormément, parce que ça m'a aidé dans ma construction. Et je sais que s'il n'était pas décédé, malheureusement, encore une fois, euh, je ne serais, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ouf. oui. Et donc voilà. Donc voilà. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'informatique, moi je pense que ce que tu as fait il y a 10 ans, même si toi tu penses qu'il n'y a pas eu de fondation, je pense que tu as fait quand même tes fondations, mais elles étaient minimes. Et que ce que tu fais maintenant et ce que je fais maintenant, c'est beaucoup plus enrichissant pour nous. Et donc ça nous dégage du bonheur. Et donc quand tu dégages du bonheur, tu dégages du bonheur à l'autre. Mais c'est vrai que de marquer son époque, de mettre la pierre à l'édifice, pour beaucoup d'entre nous, c'est important. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui vivent très bien comme ça et on les comprend. Et il y a des gens qui ont besoin d'exister à travers leur œuvre et je pense qu'on en fait partie. Oui, mais clairement. Après, là où je te rejoins vraiment, c'est que ce que j'ai fait avant était très formateur, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de comprendre et de mieux appréhender les gens quand je les vois. Donc, je renie rien, mais c'est juste dans le sens de dire, voilà, est-ce que ça a du sens de ce que je fais versus est-ce que ça a du sens ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est la balance, elle est simple à capter. Mais en tout cas, on est à 100% sur entre guillemets, d'accord. On arrive. Ouais, on est live. Et du coup, oui, effectivement, on a eu la crise du Covid qui nous est tombée dessus en 2020. Et donc, comment ça a affecté finalement tes activités, j'ai envie de dire, parce que tu en as sont nombreuses, mais voilà. Bah, en fait, moi, je suis dans un domaine où toutes mes activités ont été impactées. D'accord. Agence de booking d'artistes impactée, école de danse impactée, événements impactés, production impactée, tout. Surtout le premier confinement. Mais encore une fois, quand il y a eu le Covid, déjà moi, comme je t'ai dit, je suis un challenger et le premier événement physique qu'on a fait à Champs-sur-Marne, c'était en 2002. Et je me suis toujours dit qu'en 2022, si je n'arrive pas à changer le format ou à évoluer par rapport au Juste Debout, qu'il faudrait que je passe à autre chose. Donc je m'étais déjà dit ça. Tu vois. Et en 2020, qu'est-ce qui se passe? Dieu me donne l'occasion de faire ce que je veux faire en fait. C'est-à-dire que j'étais fatigué énormément. Enfin, j'étais 3 mois de tournée, etc., etc. C'est toujours un peu la même chose. Les sponsors viennent, partent, viennent, partent. Bon, bref, c'est très dur le business dans l'art et dans la culture. Donc, y a le confinement qui arrive et le Covid qui arrive. Et je fais bon bah, je fais un break. Tu vois, je fais un break. Je dis, stop. Voilà, c'est la destinée. Stop, j'arrête ça. Et dans ma tête, même si j'annonce que je fais un break, je sais très bien que moi,
En 2022, je suis de retour. Parce que je pense qu'un entrepreneur, et de toute façon, c'est pas, je pense, c'est qu'on le sait, un entrepreneur, c'est 3, 4, 5 ans. Voilà, qu'est-ce qui va se passer quoi? Tu te projettes et tu ne restes pas dans le passé. Donc, dès qu'il y a eu le Covid, moi, je ne me suis pas morfondre, enfin, je ne suis pas dans un mode à me morfondre. J'étais dans, OK, next, 2022, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que j'ai construit avec mon équipe, avec une nouvelle équipe, enfin, une partie nouvelle équipe et une partie ancienne équipe, bien sûr. Et on est en train de reconstruire le futur. Et donc, du coup, ça nous a aidé à prendre un break, respirer, prendre du recul. Parce que quand tu es la tête dans le guidon tout le temps, tu voyages. Voilà, moi, c'était 70 vols par an. Tu vois, dans le monde entier. Bon, Dieu merci, c'est cool, mais quelque part, tu vois, même au niveau de la famille, au bout d'un moment, tu as besoin de te poser, te recentrer, te ressourcer. Et les coups d'éclat, des fois, tu sais, parce que tu ne les comprends pas, tu ne les expliques pas, mais tu les expliques par la fatigue finalement. Oui. Et donc là, ça m'a permis de me poser, de me recentrer et de pouvoir construire avec mon équipe le futur du juste debout finalement. Et donc, toujours rebondir. De toute façon, c'est propre à la danse. Hein. Un danseur, ça bounce. Hein. Ça bounce, ça Oui, rebondit. Hein. c'est vrai. Voilà, donc, dans le business, il faut appliquer ce que tu es. Faut pas appliquer ce qu'on t'a appris dans les livres ou quoi. On peut, bien sûr, il faut se documenter, faire des formations et tout, mais il faut appliquer ce que tu es et comment toi tu vois les choses et ton instinct, où il te guide et où tu veux aller parce que sinon ça ne marche pas. Moi, toutes les choses que j'ai faites pour l'argent, ça n'a jamais marché. J'ai fait toutes les choses que j'ai faites en pensant économique, raisonnable et cœur, ça a fonctionné. Ça, c'est moi. Après, il y en a qui font des trucs que pour l'argent, ça marche. Mais moi, ma personne, c'est économique et cœur. C'est-à-dire, si ça tient économiquement et qu'il y a du cœur, quand on arrive à bien vivre, et plus c'est affinité, tant mieux. Mais le cœur et l'instinct. Ok. Donc, pour répondre à ta question, la pandémie, pour moi, était bénéfique, d'autant plus que, alors, bien sûr, quand on fait du business, il y a des concurrents. Oui. Il y a des concurrents qui étaient plus ou moins contents. Alors, il y en a qui n'étaient pas du tout contents que le juste s'arrête. Il y en a d'autres qui étaient contents parce qu'ils voulaient, comme on dit, hein, la nature n'aime pas le vide. Donc, il y en a qui voulaient se placer là. Et la chance que j'ai eue, malgré tout, c'est que tout le monde a été impacté. Ce qui fait que tout le monde attend le retour du juste debout. Et oui. Parce que finalement, c'est une marque, c'est plus simplement un événement. Il y a aussi, voilà. C'est une marque et puis c'est un anniversaire et puis c'est une festivité quoi. C'est que il y a même des danseurs qui disaient que c'était leur jour de l'an à eux quoi. Tu vois. Oui, mais en tout cas, moi, à mon niveau, il y avait tous les autres battles et je les dénigre pas parce qu'ils étaient tous de qualité. Il y a vraiment, c'est pas de la langue de bois. Et j'ai fait des trucs en Belgique, je suis allé un peu partout. Enfin, c'était vraiment des trucs sympas. Mais il y avait la Champions League. Et la Champions League, c'était le juste debout. Parce que si tu as gagné le juste debout, bah ouais, mais tu regardes ceux qui avaient gagné le juste debout. On prend les Twins, par exemple. Bon, ils sont exceptionnels. Mais quand ils arrivent, c'est fou parce qu'ils arrivent, ils sont en demi-finale. Ils ne gagnent pas la finale. Ils n'arrivent même pas en finale, je crois, en 2008. Parce qu'ils sortent face à Niako Ils sont en quart. Ils ils sont sont en en quart. quart. Voilà. Non, ils sortent face à Niako et Salas, il me semble. Ça, là, c'est ça. Ouais. Et c'est en quart ou en demi, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils avaient sorti des grands noms parce que le type et Yuxon, c'est quand même Hugson, pas n'importe ouais. qui. Derrière, c'était. J'ai oublié les autres. Bon, bref, ils ont tapé du monde et ils ont emmené une. Enfin, alors qu'ils depuis 2005, je les suivais, mais en 2008, Ils explosent. mais ça déchire tout. Et en fait, c'est l'événement aussi qui aide à ce qu'on les voit. Parce que les autres événements, ils étaient aussi bons. Et dans la même année, ils sont. Bon, la même année, c'est en mars, mais bon, tu vois ce que je veux dire, dans la même année ou même 6 mois avant, ils sont déjà bons. Mais le Juste Debout met en lumière les danseurs. Parce que Niako, il a explosé aussi grâce au Juste Debout. Mich, c'est pareil. Enfin bref, on commence à entendre des trucs un petit peu private là. Mais dans l'idée, c'est que c'est des personnes qui se sont fait voir grâce à cet événement-là. Et donc, c'est pour ça que dans ma tête, ça reste un événement un peu à part. Donc, il est. Bon, bah, merci. Ben non, mais Merci, c'est c'est mon point de cool. vue. Hein. Et après, Merci, c'est peut-être qu'il cool. n'est pas partagé, mais en tout cas, c'est le mien. En tout cas, voilà. Donc, moi, la dernière question que j'aurais, ce serait qu'est-ce que ça t'a apporté, ce parcours d'entrepreneur depuis que tu as démarré? Parce que quand on écoute ton histoire, tu n'étais pas voué à faire ça, a priori. Et finalement, maintenant, tu as bien compris que. Et voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, en fait, et c'est pour ça que je pense que la famille et l'exemple qu'on donne à notre famille, c'est important. C'est que mon père est parti, ma mère n'était pas dans le business, tu vois, elle nous a jamais appris, tu vois, à mettre de côté, et je lui en veux pas, c'est pas grave, elle vit au moment, tant mieux, ou même acheter un appart ou quoi. Mais mon père était hyper business. Donc, du coup, je pense que
En fait, j'étais voué à ça de par mon père. C'est-à-dire qu'en voyant mon père, j'ai. Mais ça, je me suis dit, mais il y a 3 ans, quoi. Tu Ah vois? oui, Je me suis dit, mais ah, c'est en voyant mon père amener des machines à sous, parce qu'il avait aussi des machines à sous de casino, il faisait d'import export, enfin bref, des trucs de fou. Et en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, en fait, c'était comme ça, quoi. C'était que l'ADN, il est là, quoi. L'ADN, il est là. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé donc, de devenir entrepreneur et surtout l'ADN de quelqu'un. Après, on choisit de l'être ou pas. En fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que dans votre entourage, il y a des gens, vous choisissez vos chemins en fonction de votre ADN. Donc, la question, c'était, excuse-moi, je me suis un peu égaré. la question, c'est qu'est-ce que ça t'a appris comme personnellement, humainement, parce que moi, mon credo, c'est de me dire, avant d'être entrepreneur, tu es un être humain. Donc, qu'est-ce que humainement ça t'a apporté que d'être, tout ce chemin et ce parcours d'entrepreneur qui n'est pas fini, hein, mais qui est là, quoi. Ouais. Ouais, bah, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais je travaille encore beaucoup sur moi. Parce que un entrepreneur, pour moi, ou même un humain, c'est quelqu'un qui se remet en question tout le temps sur sa manière d'être et aussi son business. Est-ce que ça va perdurer ou pas? Alors, est-ce que je le fais bien ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y travaille. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais ça m'a apporté du bonheur aussi, forcément, puisque quand tu fais des choses et que ça fonctionne, ça t'épanouit. Ça t'épanouit, c'est que du bonheur. Même si tu en chies pour y arriver, quand tu y arrives, tu fais wow, quand même. Et puis tu ne réalises pas toujours. C'est les gens qui le font réaliser. Moi, quand je fais un Bercy, je suis là, bon, ils sont là, voilà. Mais les gens me disent, mais tu te rends compte? Tu te rends compte, mec, là, il y a 16 000 personnes pour ton événement, pour le nom de ton événement, tout ça. Je fais, ouais, ils sont là pour la danse. Je fais, ouais, mais c'est toi. Enfin, tu vois, donc ça ramène une assurance. Je pense que ça m'a aidé à m'assumer davantage parce que ce que je dis souvent à mes élèves, parce que je suis toujours danseur, hein, j'enseigne toujours dans mon école, ce que je dis à mes élèves, c'est tout le monde doute. Tout le monde doute. On a tous des doutes. On les camoufle plus ou moins bien. On a des masques plus ou moins gros. Euh, mais tout le monde doute. Et moi, je doute constamment. Et les gens me disent, ouais, mais t'as l'air sûr de toi. Je fais non. C'est comme Hulk à un moment, tu sais, dans Avengers. Il dit, ah, j'ai tout le temps, je sais pas, il a tout le temps peur ou il est tout le temps en colère, voilà. Même quand il y a des banners, Bruce Banner, là, il est tout le temps en colère, en fait, tu vois, le mec. Et c'est juste une façon qui m'a aidé de m'épanouir et peut-être de camoufler ses peurs, peut-être de me donner plus d'assurance, peut-être de paraître plus assumé aux yeux des gens. Ça m'a apporté tout ça. Ça m'a apporté aussi de la stabilité financière aussi, même si des fois je mets de mon argent dans une société, ma femme gueule, enfin voilà. Mais quand même, ça a créé un socle confortable. Mes enfants voyagent dans le monde entier. Enfin, en tant que papa, en tant que parent, et puis que mari, ça m'a aidé aussi à m'épanouir dans ce sens-là. Donc je pense que ça m'a apporté tout ça. Et franchement, c'est top. Et pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas parce que sinon vous allez regretter. Moi, je me suis planté plein de fois. Hein. Je me suis planté plein de fois. J'ai eu en tout 7 sociétés. J'en ai que 4 maintenant. Enfin, que 4. J'en ai 4 aujourd'hui. Oui, C'est beaucoup, mais j'en ai eu 7. Donc, il y en a trois qui ont compté, quoi. voilà, c'est ça. Il y en a 3 qui ont planté. Mais aux États-Unis, c'est bien de planter des boîtes parce que ça te donne de l'expérience. Et ça, j'y crois à fond. En France, quand tu plantes une boîte, tu es un criminel. Ne pensez pas comme ça. Continuez à croire en vous. Vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit à l'échec. Et continuez, quoi. C'est tout. Voilà ce que je pourrais dire. Mais c'est que du bonheur quand tu travailles pour toi et que tu fais aussi travailler des gens parce que on est à peu près 50-55 à travailler sous juste debout. J'ai des professeurs, j'ai des gens qui bossent avec moi et puis sans compter les freelances. Donc, quelque part, c'est cool, quoi. Mais oui, non, mais C'est cool de se dire que les gens viennent, ils bossent pour la danse et en même temps, ils ont un salaire. C'est cool. c'est ça. Franchement, merci infiniment pour ton témoignage, interview. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, c'était un super partage. Donc, merci infiniment. Merci d'avoir accepté quasi tout de suite. C'est même pas quasi tout de suite. C'est dès que tu as vu le message, tu m'as dit carrément. Donc, merci infiniment. Et Mais attends, c'est moi qui te remercie et c'est la famille. Moi, je me rappelle de toi à Newcastle comme si c'était hier. Tu fais partie de ma famille, tu fais partie de mon ADN. On a parlé après, on a échangé plein de fois et je te remercie de m'avoir demandé de faire l'interview surtout. eh ben, écoute, c'était un vrai plaisir. Et j'espère que ça va inspirer un maximum de personnes parce que moi, ça m'a inspiré. Et je ne connaissais pas encore tout et j'en connaissais pas mal. Mais vraiment, j'ai découvert plein de trucs, surtout ton parcours à toi personnel. Et ça rejoint vraiment ce que je pense depuis le début. C'est vraiment que l'être humain qu'on est fait la différence, quoi. Donc, Exactement. Ben, merci à toi et pour ceux qui sont intéressés,
toujours un petit côté business. Bien Je fais sûr. un workshop business, je fais un workshop business le 29 et 30 avril. Les places sont limitées, on est entre 6 et 10 maximum pour aider les gens à comment aller vers le business. Et c'est surtout axé sur les producteurs d'événements, mais ça peut aider aussi d'autres personnes, hein, puisque encore une fois, j'ai beaucoup de sociétés. Mais c'est vraiment, là pareil, c'est dans un souci pas de faire forcément de l'argent sur ça, mais c'est d'aider, parce qu'il y a beaucoup de façons de s'en sortir autrement que les chemins initiaux, en fait. Donc voilà, Ok, mais non, mais c'est noté, ce sera envoyé, ce sera envoyé. c'est cool. Et c'est vraiment top. Et comment te dire, si tu as autre chose de prévu, que tu veux faire un teasing, quelque chose, n'hésite pas. Non, bah après, si vous allez sur ma page, vous verrez tout ce que je prévois. Je ne vais pas monopoliser le temps. Mais en tout cas, merci en tout cas pour ta lumière encore. Et puis merci et bravo pour ce que tu fais parce qu'on a parlé encore une fois en off pour ceux qui ne savent pas. Et franchement, j'étais impressionné. Et continue, continue, Écoute, continue. merci, Bravo à toi. c'est cool, C'est merci. cool. Allez, Peace. ciao tout le monde. À bientôt. Salut, Ciao. salut, salut. Ciao, ciao.